TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Des experts nationaux de la commission de l'UEMOA tablent sur le développement des corridors Abidjan-Lagos depuis ce matin à Lomé. Il est question de faire de l'intégration économique sous-régionale une réalité. Les précisions dans cette édition. Il a également été question d'intégration, mais d'intégration maritime lors du 40e conseil annuel de l'AGEPAOC. 4 jours durant lesquels les acteurs de l'économie maritime d'Afrique centrale et occidentale ont parlé de développement et d'essor de leur secteur. Et puis l'encre indélébile qui sera utilisée le 30 juin prochain pour les locales respecte toutes les normes requises. C'est ce que disent les résultats effectués au laboratoire de la chimie des eaux de l'université de Lomé. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La commission mixte du Parlement de la CEDEAO est en session extraordinaire à Lomé depuis le début de cette semaine. Une session consacrée à la gestion des questions des réfugiés et des personnes déplacées dans l'espace communautaire. Et hier soir, ces députés étaient les hôtes à dîner de la présidente du Parlement togolais. Les précisions avec Augustin Kossi. Prestation de Sassamasso, le plus prestigieux orchestre du Togo, de quoi accueillir les députés de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO en session extraordinaire à Lomé. À eux, se sont joints les membres du bureau du comité interparlementaire CIP-UEMOA. La commission mixte du Parlement de la CEDEAO est en réunion délocalisée. La session est consacrée à l'élaboration des normes communautaires pour une meilleure prise en charge des réfugiés et des personnes déplacées au sein de l'espace. Tous sont conviés à cette soirée riche en images. Je voudrais, au nom du Parlement de la CEDEAO, vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que tous les députés du Parlement togolais de l'Assemblée nationale, pour le travail que vous abattez à côté de l'exécutif pour le rayonnement de nos peuples. Aujourd'hui, nous sommes fiers de venir ici au Togo. Nous avions choisi de tenir notre première réunion délocalisée, session extraordinaire de la 4e législature ici. Nous avions été très bien accueillis. Je profite de l'occasion aussi qui m'est offerte pour une fois de plus remercier son président, le président Faure Gnassingbé, qui chaque fois de besoin nous fait l'honneur de nous recevoir et de discuter avec nous des questions brûlantes de l'heure. Nous le remercions parce que quand il était à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, nous avions des dossiers, nous avons discuté avec lui et il a pris une décision de sagesse en réglant les problèmes du Parlement. Des mots qui vont tout droit au cœur et traduisent l'engagement des députés du Parlement de la CEDEAO pour une intégration régionale réussie. Des cadeaux symboliques ont été offerts à certaines personnalités par Tchegan Yawadi Godi, présidente du Parlement togolais. Je pense qu'avec la coïncidence et la jonction des deux agendas au même moment, et cette opportunité que nous avons eue ce soir de partager ce repas autour de ces deux organes de notre sous-région, c'est un bon signal que l'intégration au sein de la sous-région est en marche et
et toutes les énergies positives se mettront ensemble pour que l'espace CEDEAO, UEMOA, soit encore plus fort que jamais. L'objectif étant de faire de notre mieux pour encourager l'exécutif, travailler aux côtés de l'exécutif pour que les aspirations les plus profondes de nos populations puissent trouver des solutions. Donc aujourd'hui, c'est de dire, soyons ensemble, partageons encore beaucoup plus la fraternité au niveau de la sous-région et battons-nous aux côtés de nos populations. C'est un dîner, mais aussi des instants de renforcement des liens d'amitié et d'unité. Et ensemble, les parlementaires ont esquissé des pas de danse pour plus de cohésion. Et les experts nationaux de la commission de l'UEMOA échangent de leur côté sur les stratégies de développement du corridor Abidjan-Lagos. Ils discutent des conditions de la mise en œuvre du plan d'aménagement des différents corridors dans l'UEMOA. Il est question d'envisager des perspectives pour l'effectivité de ce plan directeur. Les précisions avec Sergine Raimondo et Augustin Kossi. Le plan directeur d'aménagement des corridors dans l'espace UEMOA concerne 4 pays, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana. Pour sa mise en œuvre efficace au profit des pays bénéficiaires, les acteurs et départements impliqués au niveau national échangent sur les projets prioritaires et surtout sur les stratégies de mobilisation des ressources. Le plan s'inscrit ou découle directement de la coopération au niveau régional entre l'UEMOA et le Japon. Il s'agit de tirer avantage des potentialités de cette zone, de les capitaliser et à partir de ces potentialités-là, de mettre en œuvre ce programme intégré de développement. Le projet est axé sur l'intégration régionale et la promotion des secteurs économiques. Au Togo, il intègre certaines orientations contenues dans le PND, Plan national de développement. 4 corridors sont pris en compte par ce plan d'aménagement dans la zone UEMOA. Le corridor Abidjan-Lagos et les 3 corridors sud-nord que sont les corridors Abidjan-Ouagadougou, Accra-Ouagadougou et le corridor Lomé-Ouagadougou. Il y a une cohérence bien établie entre les orientations proposées par le plan directeur et le plan national de développement du Togo 2018-2022 qui est actuellement en cours de mise en œuvre. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de contribuer également davantage à partager les liens de synergie que revêt aujourd'hui la mise en œuvre de PND et qui cherche bien évidemment à mobiliser le secteur privé comme acteur majeur de la mise en œuvre de la transformation structurelle et de la réussite de nos ambitions de développement. Les travaux de cette rencontre préparent également les conditions préalables à la réussite de la prochaine table ronde des bailleurs de fonds à Abidjan. Elle aura lieu le 18 juillet prochain et va regrouper les institutions financières et bancaires impliquées. À la 15e table ronde des directeurs généraux des ports membres de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à GEPAOC, mardi dernier, il a été question de l'évolution que connaît leur secteur d'activité ces dernières années et les bonnes pratiques à adopter. Voyons cela avec Luc Assis. Deuxième jour de la table ronde des directeurs généraux des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quelles sont les contraintes rencontrées et les défis à relever en ce qui concerne les investissements des multinationales privées et institutions financières dans l'économie maritime et portuaire? Un sujet qui a retenu l'attention des experts, des financiers et des membres de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à GPAEC. Les échanges ont permis aux uns et aux autres de trouver des approches de solutions à ce questionnement. Les États aujourd'hui ont tellement de priorités que les États ne peuvent pas en même temps financer les ports. Les financements, les projets portuaires sont des projets marchands qui attirent des opérateurs, des investisseurs étrangers et seulement il faut que les États créent les conditions de leur implantation. Cela passe par l'aspect réglementaire, par l'aspect juridique, par les lois sur le partenariat privé-public et surtout pour nous portuaires, pour les États, cela passe par un accompagnement des sachants. Parce que la passation des concessions, c'est un métier et on ne le fait pas qui veut. Il s'agit de se faire accompagner par des sachants, par des cabinets donc, qui ont l'expertise dans la matière. Ça coûte de l'argent, mais en termes de retour sur investissement, c'est toujours intéressant. Il s'agit simplement de travailler à attirer ces investissements.
mais en même temps faire en sorte que ces investissements soient profitables pour nos économies. À travers ces investissements, je l'ai dit, c'est créer les conditions. C'est d'avoir des projets préparés, c'est d'avoir des éléments de préparation de projets qui permettent aux consultants que vous prenez de pouvoir alimenter le modèle financier. C'est de travailler d'abord sur la base d'un modèle financier qui permette de suivre un peu la concession, de voir la vie de la concession. Quand ça marche pour l'opérateur investisseur, il faut partager le surcoût. Quand ça ne marche pas, il faut l'aider à vivre, à pouvoir faire les opérations. Donc c'est des défis qui sont permanents. Les concessions doivent vivre et en même temps, c'est de faire en sorte que quand la concession vit, que la valeur ajoutée soit partagée. Il ne faut pas que la concession soit un moyen de spoliation des économies, de spoliation de notre économie par les investisseurs. Celui qui met son argent, évidemment, il a un droit d'attendre des retours sur investissement. Mais quand c'est surabondant, il faut que cette valeur soit partagée au profit de l'économie. Vu l'importance que revêtent les ports pour les économies des pays de la sous-région, ces échanges pourront les aider à mieux cerner les types de financement qu'il leur faut. Pour les pays qui en disposent, ils représentent une manne financière de taille dans leurs économies. Et pour en tirer meilleur profit, il faut travailler à rentabiliser les investissements acquis et consentis. C'est dans les ports que l'État prélève la majorité de ses recettes douanières. Les ports sont créateurs d'emplois. Dans les zones portuaires, sont des zones industrielles où l'État prélève beaucoup d'impôts. Et les ports sont importants pour les économies. C'est pour ça que les ports sont appelés poumons des économies. Mais il faut que les États aident le poumon à bien respirer. Donc le thème que nous avons débattu porte sur le rôle des États dans la prospérité des ports, les volets relativement aux concessions, les volets relativement à la réglementation, à l'accompagnement en termes de financement des ports. Et les expériences qui ont été exposées ici prouvent que les choses sont diverses. Les choses sont diverses et ailleurs ont été un peu harmonisées, notamment dans l'Union européenne. Mais au niveau des États africains, il n'y a pas encore d'harmonie et chaque port va un peu dans son sens. Et comme les États sont dans un travail d'intégration régionale et sous-régionale, nous estimons qu'assez rapidement, il va falloir qu'au niveau des États, au niveau de la sous-région, qu'il y ait des règles quand même communes en termes d'investissement portuaire, vu que les ports sont dans une émulation, sur une concurrence qui aide quand même à avancer les économies. Les discussions ont également porté sur les évolutions que connaissent le secteur portuaire ces dernières années, les bonnes pratiques à adopter et à maintenir dans les ports. La sécurité et la sûreté ont particulièrement occupé une place de choix dans les discussions. Et après ces échanges, cette 15e table ronde s'est achevée, de même que le 40e conseil de l'AGEPAROC. Et c'était cet après-midi. Il faudra retenir de ces 4 jours de réunion l'élection d'un nouveau secrétaire général, la passation de la présidence de l'organisation au Ghana et les recommandations et conclusions pour une meilleure économie maritime dans la sous-région. Le compte rendu avec Chazenam Baga. Pour cette ultime session du 40e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre AGEPAOC, les directeurs généraux ont élu un nouveau secrétaire général en la personne de l'Ivoirien Jean-Marie Kofi. La présidence tournante de l'association est passée du Cap-Vert au Ghana. La nouvelle équipe dirigeante se dit prête à relever les défis auxquels font face leur organisation commune. L'une des difficultés de notre association, c'est que nombre de pays ne sont pas volontaires pour accueillir. Ce que nous allons mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les assises soient tournantes. À partir de ce moment, nous allons voir le modèle financier qui va faire en sorte que tous les pays puissent donc l'assurer. L'autre défi majeur, c'est de dire, quand nous organisons des assises et des réunions, ce sont des investissements. Il faut vérifier l'impact de ces investissements sur nos populations. Il est donc important et indiqué aujourd'hui d'implémenter les résolutions de notre association. C'est aussi un défi majeur. Je pense sincèrement que si nous arrivons à lever ces 2 barrières, l'AGEPAOC aura fait donc un bond. Après, nous verrons donc les défis de langue. Les anglophones sont regroupés parce qu'ils s'entendent mieux, ils parlent mieux la langue, pas parce qu'ils n'aiment pas les francophones. Les francophones sont regroupés pas parce qu'ils n'aiment pas les lusophones, mais la barrière de la langue fait en sorte qu'on ne va que là où on s'entend. Il faut faire en sorte que nous puissions parler, nous qui sommes au sein de l'AGEPAOC, au moins 2 langues. La cérémonie de clôture est marquée par ces mots de gratitude et de reconnaissance de l'ensemble des délégations aux plus hautes autorités togolaises pour les facilités et les efforts consentis pour la réussite de ces assises. L'hospitalité légendaire du peuple togolais est ici vivement saluée. C'était vraiment très bien. Le
Togo a reçu un pari, un challenge. Et vous savez que c'est le conseil annuel et chaque année ça se passe. Mais la spécificité cette année, c'était doublé du 40e anniversaire de notre association. Donc c'était très très important, avec un thème même d'actualité. Il s'agit du rôle des États dans les ports. Donc vraiment ça a été très très bien. Moi je dirais chapeau au Togo. Nous remercions les autorités togolaises, les autorités gouvernementales et les autorités administratives et portuaires pour avoir permis d'organiser ce conseil ici à Lomé. Nous avons fait de très bons développements à travers notre table ronde où il y a eu plusieurs communications et maintenant nous avons pris des résolutions qui seront analysées, qui seront encore bien analysées au prochain conseil en Angola. La problématique abordée au cours des travaux est le rôle de l'État dans la gestion des activités portuaires et maritimes, avec en toile de fond l'expérience des ports de l'AGPAOC au regard des pratiques mondiales. Après 4 jours de réflexion, le partenariat public-privé est identifié comme mode de gestion pour accroître les performances et la compétitivité des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au rang des sujets abordés au cours de cette assise, vous avez analysé la problématique du financement des infrastructures portuaires, les modèles de gestion de nos ports et surtout la concession des activités maritimes et portuaires. Si, au départ, nos ports étaient entièrement financés par nos États, il est aujourd'hui évident que les contraintes sociales et les mutations intervenues dans le transport maritime ne permettent plus à nos États de soutenir les besoins constants et accrus de modernisation de leurs ports, d'où le recours au partenariat public-privé. Je puis vous assurer que le gouvernement togolais manifeste beaucoup d'intérêt pour vos recommandations qui cadrent avec l'axe numéro 1 du plan national de développement initié par son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. L'autre temps fort de cette cérémonie de clôture est cette remise de prix et de cadeaux aux anciens présidents et secrétaires généraux de l'association en reconnaissance en l'ensemble de leurs œuvres au profit de l'AGPAOC. Et les participants à cette 40e réunion donc, du conseil de l'AGPAOC étaient conviés hier à un dîner de gala, une initiative du port de Lomé et qui a permis donc à ces acteurs de mieux se connaître et de tisser de nouveaux partenariats et tout cela pour une meilleure économie bleue en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Production halieutique était mardi et mercredi dans la région des Plateaux pour une visite de terrain. Cette sortie lui a permis d'évaluer les impacts des différents appuis du PASA et du PADAD sur les bénéficiaires et il a également échangé avec les responsables des structures décentralisées sur les nouvelles orientations de son département pour la réussite du PND, Plan National de Développement, surtout dans le secteur de l'agriculture. Le point avec Arnaud Kili. Les modèles de réussite dans le secteur de l'élevage, de la transformation des produits agricoles et halieutiques ont poussé la curiosité du ministre en charge du département. Les OPRI de Lavagnon et l'unité de transformation des noix palmistes d'Agbonou ont été ciblés dans le domaine de la transformation. Ces entrepreneurs font des chiffres d'affaires satisfaisants et s'engagent à faire mieux. Nous sommes spécialisés dans l'huile et nous produisons de l'huile pressée à foire pour le cosmétique et la consommation qui sont conditionnés dans des bidons de 1 litre, 5 litres et 25 litres. Et aujourd'hui, nous avons aussi d'autres huiles que nous produisons comme l'huile de coco, à froid aussi comme à chaud et l'huile de moringa. Nous avons commencé depuis 2013, 25 litres par mois. Aujourd'hui, on est à 625 litres par jour. Nous disons un grand merci aux accompagnateurs et au gouvernement. Depuis que nous sommes ici, chaque année, nous progressons dans la quantité totale transformée. À l'incapacité au départ de notre zone de mettre à notre disposition les paddies en quantité. Donc avec des efforts, maintenant nous arrivons à engager jusqu'à 650 tonnes par exemple l'année passée.
et nous arrivons à les transformer au cours de toute une année. Dans le domaine de l'élevage des petits ruminants, les témoignages sont éloquents. Cependant, ils appellent à investir davantage dans le secteur. Nous sommes fiers du message que le ministre nous a amené. Le nom de notre groupe, c'est la Scoups Kaché Iri. Au premier abord, on avait bénéficié du PASA. Il nous a fait des trucs de glaçons et en plus, avec ça, si c'est gâté, nous-mêmes nous cotisons pour arranger ça. Nous sommes prêts à suivre les règlements, les conseils du ministre pour que d'un jour à l'autre, nos fils, nos filles viennent nous voir qu'on a quelques accès dans le lac de Nangbeto. Ça a commencé à durer un peu avec un petit nombre. Et maintenant, je pense que c'est en train d'améliorer. Oui, j'ai eu la dimension du bazar. Et c'est le bâtiment que j'ai commencé à construire. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fini. Non, c'est que moi, je sais que dans l'élevage, il y a beaucoup d'argent. Par exemple, souvent même, je vends plus de 200 à 250. À tous les niveaux, le ministre en charge de l'agriculture a apprécié le dynamisme des entrepreneurs et a rappelé à ceci les orientations à imprimer au secteur pour la réussite du plan national de développement PND. Nous avons pu davantage comprendre leur dynamique, mesurer leur progrès, évaluer les contraintes auxquelles ils font face, que le gouvernement doit aider à lever pour démultiplier leurs efforts. Nous avons vu un secteur dynamique, plein d'opportunités. Nous avons vu des opérateurs économiques, il faut l'appeler ainsi, dans le secteur agricole, qui offre beaucoup d'espoir de la transformation de ce secteur. Nous avons pu échanger avec les femmes qui font la commercialisation du poisson, qui nous ont montré elles-mêmes comment elles arrivent à développer leurs propres initiatives autour du conditionnement du poisson fumé, autour de la fabrication de la graisse par leurs propres efforts, juste après un petit soutien qui leur a été donné par le gouvernement à travers le projet d'appui au secteur agricole. Nous avons vu aussi des jeunes dames qui produisent de l'huile à partir du moringa, à partir du palmis, et toutes ces entreprises qui créent toutes des emplois et qui génèrent des revenus pour les entrepreneurs. Nous avons vu Aesop capable de multiplier son chiffre d'affaires dans son bassin, capable de créer plus d'opportunités de débouchés et qui développe des stratégies face aux contraintes qu'elle rencontre en termes de taux de remplissage de la graine. Tout ceci pour illustrer le dynamisme des acteurs dans le secteur agricole. Cette visite de terrain a permis de découvrir les atouts hydro-agricoles dont dispose la région. Le ministre a exhorté les responsables du département à plus d'accompagnement pour la mise en valeur de ces potentialités afin de produire massivement et accroître les revenus des producteurs. Les points focaux du programme sous-régional de promotion de la police de proximité en Afrique de l'Ouest ont effectué hier une visite à l'école nationale de police à Davier, dans la préfecture de Zio. Ils sont allés toucher du doigt les réalités de la formation dans cette école spécialisée en lien avec le concept de police de proximité. Les précisions avec Chazna Baga. Guidé par le directeur, le commissaire principal de police, Combaté Yendoula, la visite de l'école nationale de police a permis aux points focaux du programme sous-régional de promotion de la police de proximité en Afrique de l'Ouest de découvrir les infrastructures modernes de cette institution de formation, du bloc administratif au logement en passant par le bloc pédagogique. Ce dernier est constitué de salles de cours, de la salle informatique et d'une bibliothèque. Celle-ci a servi de cadre d'échange entre les visiteurs et le directeur de l'école. Les discussions ont porté sur l'historique, l'organisation et le fonctionnement de l'école. Le directeur s'est appesanti sur les formations spécialisées en lien avec le concept de la police de proximité. Ici, il a indiqué que 1442 agents, tous grades confondus, ont reçu une formation solide sur la notion de police de proximité, dont le principe fondamental est d'impliquer la population civile à la production de la sécurité.
Pour marquer leur passage dans cette prestigieuse école de police nationale à vocation régionale, les différents points focaux venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Mali, du Niger et du Togo, ainsi que les représentants de la fondation Hans Edel, initiatrice du programme sous-régional de promotion de la police de proximité en Afrique de l'Ouest, ont mis en terre de jeunes plans essentiellement fruitiers pour marquer leur adhésion à la politique de reboisement des plus hautes autorités togolaises. Cette sortie de terrain est l'une des activités phares de la rencontre annuelle des points focaux du programme sous-régional de promotion de la police de proximité en Afrique de l'Ouest. Et face au fléau d'extrémisme violent, de terrorisme, de toutes les sortes de menaces sécuritaires qui sévissent dans la sous-région, 6 pays d'Afrique, dont le Togo, ont choisi d'opter pour le concept de police de proximité pour renforcer leur sécurité. Dans le dossier qui va suivre, je vous propose d'aller à la découverte de cette notion justement. Que renferme le concept de police de proximité? Quels sont ses avantages? Et où en est le Togo dans la mise en œuvre de cette notion? Voyons tout cela avec Chazna Baga. La police de proximité, encore appelée police citoyenne ou police communautaire, est une approche stratégique des forces de sécurité face au changement du mode opératoire des délinquants et criminels de tout poil qui se fondent dans la masse pour commettre en toute impunité leurs basses besognes, profitant de ce fait du climat de méfiance, voire de défiance, qui s'est insinué dans les relations entre les populations et les services de police ou de gendarmerie. Il y avait des conflits, des défaillances dans le domaine de la communication entre la police ou la gendarmerie et les citoyens et les citoyennes. Maintenant, les responsabilités sont certainement partagées. Il faut voir comment est-ce qu'on peut arriver ensemble à une amélioration pour qu'on s'entende mieux, pour qu'on comprenne qu'ensemble on construit la société qui permet aussi un développement économique et social. C'est donc un changement de paradigme qui s'opère avec la notion de police de proximité. Ici, le schéma traditionnel, prévention-répression de l'action des forces de l'ordre et de sécurité est complété par l'action individuelle de chaque citoyen dans une approche de coproduction de sécurité. Les populations doivent comprendre que la sécurité n'est pas l'affaire des seules forces de police et de gendarmerie, mais de tous. Il en est de même des forces de sécurité appelées à impliquer davantage les citoyens dans leurs opérations. Cette nouvelle forme de coopération se fonde sur un certain nombre de valeurs. Tout commence d'abord par une meilleure communication. Il y a le respect des droits de l'homme et des libertés publiques d'une part. D'autre part, il y a aussi le civisme, savoir respecter l'autorité qui vous respecte. C'est ça un peu la vision qui est derrière tout cela. Avec le concept de police de proximité, le policier ou le gendarme devient un véritable gardien de la paix. Il est en contact permanent avec la population pour anticiper les risques par le renseignement de terrain, dissuader, intervenir en cas de besoin, mais avec discernement, ou négocier tout simplement afin d'éviter que les situations ne s'enveniment. Ça apporte très concrètement une diminution de conflits, un meilleur développement économique et social. La police de proximité ou la police citoyenne ou la police communautaire, justement qui vise une coproduction de la sécurité, c'est ça que nous visons. Ça veut dire que la sécurité comme un facteur déterminant qui permet ce développement. En matière de police de proximité, le Togo s'est levé tôt. Le concept a été introduit en 1998 avec la création d'une unité spéciale de police de proximité. En 2006, c'est toute une compagnie d'intervention de proximité qui est mise en place, témoignant de l'attachement des plus hautes autorités à la sécurité et au vivre ensemble. Cependant, c'est à partir de 2014 que l'implémentation du concept a pris de l'ampleur avec l'accompagnement de la fondation Hans Edel. Ainsi, des campagnes de sensibilisation des populations sont faites dans les préfectures et des modules sur la police de proximité dispensés en formation initiale et continue aux forces de sécurité qui sont appelées à fonctionner dorénavant comme des services de sécurité au profit des populations. Ce 20 juin est célébrée la journée mondiale du réfugié.
Et pour cette 19e édition, le thème retenu est franchir le pas avec les réfugiés. Il est question d'amener les populations du monde entier à interagir avec les personnes déplacées pour leur accès aux services de base dans les pays et communautés d'accueil. Les précisions avec Yata Arate. Le Togo accueille plus de 13 000 réfugiés de 15 nationalités différentes, dont 2 589 urbains, 9 747 ruraux et 697 demandeurs d'asile. Ceci grâce à la politique de paix prônée par les plus hautes autorités togolaises. Une journée qui revêt tout son sens. Le thème de cette année est franchir le pas avec les réfugiés. C'est un appel que les Nations Unies lancent au monde entier d'accompagner ces personnes pour que des solutions durables leur soient trouvées. Ces solutions durables sont le rapatriement volontaire, l'intégration locale et un outil de protection que nous utilisons qui est la réinstallation. Depuis 2 ans, le gouvernement togolais et le HCR sont engagés dans un processus de recherche et de mise en œuvre de solutions durables pour les réfugiés. Nous accompagnons les réfugiés dans le financement des activités génératrices de revenus. Nous leur donnons une formation. Pour ceux qui sont intéressés par cette activité, finançons leur domaine d'activité. Nous les accompagnons également sur le plan des formations professionnelles. Il y a un budget pour les aider à ouvrir leur atelier. Le Togo m'a accueilli, le Togo m'a donné la paix, le Togo a préservé ma vie et le Togo m'a donné de pouvoir me réaliser en tant que personne, individu, et le Togo a rehaussé ma dignité. Le réfugié est une personne à part entière et le réfugié doit marcher avec le pays qui l'accueille, avec les habitants du pays qui l'accueillent. La célébration de cette 19e édition coïncide avec la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Lomé et la question des réfugiés figure en bonne place. Nous sommes actuellement à Lomé en une réunion sur le thème des réfugiés. Comment les accompagner dans la prise en charge pour l'accueil, pour leur hébergement, pour leur alimentation, pour leur habillement, tout. Et surtout pour avoir des documents de résidence, les documents de voyage. Le Togo compte maintenir le cap dans cette dynamique pour faciliter et rendre agréable le séjour des réfugiés. Il s'agit entre autres de la mise sur pied d'un cadre légal et institutionnel de protection et de prise en charge de réfugiés, l'accès non discriminé aux services sociaux de base, l'accès des enfants réfugiés à l'école primaire et secondaire dans les mêmes conditions que les enfants togolais. C'est en 2001 que les Nations Unies ont décrété le 20 juin comme journée mondiale des réfugiés. Et dans un monde où la violence force des milliers de familles à fuir leur pays pour survivre, la communauté internationale devrait se montrer solidaire en avançant avec les réfugiés. Et dans une série de communiqués, le président de la CENI dit ce qui suit. Dans le cadre des élections des conseillers municipaux du 30 juin prochain et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 7 mai 2019, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique. Tous les candidats, tant des partis politiques que les indépendants et les électeurs, que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le jeudi 27 juin 2019 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera dans le respect des dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement du bureau de vote. Ceux non inscrits dans les centres retenus et les électeurs en mission dans la localité mais disposant de leur carte d'électeur voteront sur présentation de celle-ci après avoir rempli et signé le formulaire des votants par dérogation.
Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Et toujours dans le cadre des préparatifs de ces élections des conseillers municipaux, le président de la CENI informe les partis politiques, regroupements de partis politiques et candidats indépendants que les formulaires de mandat de leurs délégués dans les bureaux de vote peuvent être retirés au siège des CELI. Ils doivent être renseignés et soumis au visa du président de la CELI du ressort de leur commune. À l'intention des électeurs régulièrement inscrits, le président dit qu'en possession de leur carte d'électeur et se trouvant dans l'un des cas de vote par procuration, que les formulaires nécessaires peuvent être retirés également au siège des CELI. Ils doivent être complétés et légalisés. Conformément aux dispositions du code électoral, un électeur ne peut recevoir qu'une seule procuration. Le donneur de la procuration et le porteur doivent figurer sur la même liste électorale de bureaux de vote. Et parlons toujours des élections du 30 juin prochain. Sachez que le laboratoire de la chimie des eaux de l'Université de Lomé a présenté ce matin les résultats de l'expertise qu'il a effectuée sur les échantillons de l'encre indélébile qui servira pour ces élections municipales. Selon les résultats rendus publics à la CENI, l'encre est de bonne qualité. Chaz Nambaga pour le reportage. Les résultats de l'expertise du laboratoire de la chimie des eaux de l'Université de Lomé présentés ici sont clairs et formels. L'encre indélébile commandée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les élections locales du 30 juin 2019 est de la meilleure qualité qu'il soit. Ce résultat est obtenu après des analyses rigoureuses effectuées sur 20 échantillons de cette encre. L'encre pour les élections doit contenir un principe actif qui permettent de garder, donc de montrer une indication, de donner une indication que la personne a vraiment voté. Et ce principe actif va de 5% à 25%. Quand nous avons analysé, nous avons trouvé que l'encre qui a été achetée par la CENI a un principe actif autour de 25%. Voilà nos résultats. Donc, c'est la meilleure encre possible que la CENI a pu se procurer pour ces élections-là. Du principe actif, c'est le nitrate d'argent. C'est le 15 mai dernier que la CENI a commandité l'expertise de l'encre pour s'assurer qu'il offre le niveau de fiabilité requis pour garantir la sincérité des votes le 30 juin. Ces résultats réjouissent donc la CENI qui œuvre à l'organisation d'un scrutin qui répond aux normes internationales, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, démocratiques et apaisées selon les vœux des plus hautes autorités togolaises. Et le Conseil national des patrons de presse CONAP affûte également ses armes pour les élections locales. Une formation a été organisée justement à l'intention des journalistes. Elle a porté sur la décentralisation et la couverture médiatique de façon professionnelle du processus électoral. Voyons tout cela avec locale réussie au Togo et les journalistes, maillons essentiels dans ce processus, sont ici pour revisiter tous les attributs de la décentralisation pour ainsi se conformer aux normes avec la couverture médiatique. L'enjeu est de taille et les hommes des médias ont leur partition à jouer. Nous sommes avec les journalistes, reporters, ce sont eux qui sont sur le terrain pour les différentes couvertures. Il s'agit pour nous de leur permettre d'apprendre comment couvrir une élection particulière comme les locales. C'est du nouveau une particularité à laquelle il est nécessaire que nous nous formons pour pouvoir restituer aux populations qui attendent. Cette formation va nous permettre de savoir les attitudes de connaître ou de maîtriser mieux les attitudes à adopter sur nos terrains de reportage lors des élections, comment nous serons dans les centres de vote, comment les attitudes à adopter et aussi comment nous pourrions travailler pour mesurer un peu le travail qui se fera au niveau
niveau des conseillers municipaux, au niveau des maires. La réussite de chaque scrutin dépend du traitement de l'information que font les journalistes. Ainsi, les professionnels des médias sont invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. La collecte des résultats paraît être plus complexe et plus compliquée. Donc au niveau de chaque commune, d'abord au niveau des bureaux de vote, tous les agents de bureau de vote vont prendre part au dépouillement et après le dépouillement, ils vont transmettre les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des CELI et les CELI se chargeront de faire la compilation des résultats par le suffrage obtenu par chaque liste de candidats et au niveau des CELI, après la compilation, on transmet ça au niveau de la CENI à Lomé et qui va se donner le temps de faire la vérification, de contrôler et essayer de faire la première répartition des sièges au niveau de chaque liste, c'est-à-dire des sièges obtenus par chaque liste, qui seront transmis à la Cour suprême et la Cour suprême va vider les contentieux non vidés et à partir de cet instant, la Cour suprême donnera les résultats définitifs. Le rôle de la presse dans ce que nous appelons aujourd'hui le procès de décentralisation couronné par les élections des conseillers municipaux est aussi important. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait des gens qui relaient, qui apportent l'information aux citoyens. Les élections locales constituent un levier important pour le développement local. Les journalistes doivent ainsi accompagner le processus avec plus de sérénité car les élections locales représentent un enjeu capital pour le Togo. Nous sommes jeudi et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce soir avec notre ami Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Annette. Et Claude, nous sommes à 24 heures du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Alors dis-nous, quelles seront les forces en présence lors de cette compétition? Oui, avant les forces en présence, disons quand même que tout est clair. La télévision togolaise, la chaîne mère va retransmettre les 52 matchs. Alors justement, comment les 24 pays qualifiés vont-ils se comporter au pays des pharaons par rapport à la compétition? Élément de réponse avec Aflim Johnson. Pour succéder aux Lions indomptables du Cameroun, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2017. Cette question trouvera sa réponse au soir du 19 juillet 2019, date de la finale du plus grand festin du cul rond sur le continent. Mais bien avant cet ultime round, la CAN 2019, la 32e du genre et première à 24 équipes, offre un plateau d'une cinquantaine de matchs à partir de ce 21 juin. C'est une CAN historique parce qu'elle sera la première à être à 24 pays. Donc jamais la Confédération africaine de football n'a organisé une Coupe d'Afrique avec un tel nombre. Donc c'est, on peut dire, une CAN expérimentale à 24. Maintenant, dans l'ensemble, je crois que cette CAN est également, on peut évoquer ce qui s'est passé par rapport au pays qui devait accueillir la compétition, le Cameroun, qui n'était pas prêt, qui a été finalement évincé et la CAN a été donnée à l'Égypte. Donc je pense que c'est une CAN qui suscite beaucoup de curiosité par rapport au nombre, par rapport au temps donné à l'Égypte pour pouvoir accueillir cette organisation. En attendant la vérité du terrain, certaines équipes se positionnent sous les pyramides égyptiennes comme de sérieux prétendants au titre de champion d'Afrique. On pense à l'Égypte, on l'a dit, qui a réalisé un triplé historique en 2006, 2008, 2010. Donc ça reste une grosse nation, surtout que les pharaons seront à domicile, seront difficiles à battre. On peut parler des pays comme le Sénégal, toujours cité mais jamais couronné. On parle également du Nigeria, c'est vrai, qui est moribond ces derniers temps, mais qui reste quand même une grande nation du continent également sur le plan football. Le Cameroun, le tenant du titre, ne l'oublions pas, peut également faire quelque chose. Derrière ces poids lourds du football continental, on retrouvera forcément des clients pas moins valeureux. Autant dire que rien n'est gagné pour les favoris. Lorsqu'on parle des outsiders, on regardera forcément du côté du Mali. Le Mali qui a souvent des joueurs intéressants et qui a souvent fini dans le top 3 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On parlera également du Sili national de la Guinée qui peut embêter tout le monde. Ils ont un bon football. Ils ont souvent été, on va dire, une sélection difficile à battre. On n'oubliera pas la République démocratique du Congo. C'est une équipe solide qui n'a peur de personne et qui peut bousculer aussi la hiérarchie. Donc ces trois sélections sont capables de tenir tête aux favoris et qui sait peuvent aller en finale et pourquoi pas gagner la compétition.
La CAN A24 est aussi celle de 3 nouveaux venus, la Mauritanie, le Burundi et Madagascar. Autre nouvelle donne à la Coupe d'Afrique des Nations, l'arrivée de l'assistance vidéo à l'arbitrage. La VAR, technologie sujette à polémique depuis son introduction à la Coupe du Monde Russie 2018, fera son apparition à cette CAN à l'étape des quarts de finale. Bien que les éperviers du Togo ne soient pas présents en Égypte, les Togolais pourront suivre en intégralité la CAN 2019 et toutes ses émotions, ceci grâce à l'État qui a acquis les droits de diffusion télé au profit de la télévision togolaise. Une bonne nouvelle. Donc, et Claude, rendez-vous donc demain à quelle heure? Disons à 20h, ça fait 20h local et 22h en Égypte. Bon, 20h en temps universel pour les téléspectateurs de la télévision togolaise. Et clôturons avec les premiers jeux de la plage Salle 2019 qui se poursuivent du côté de Cap-Vert. Wanité, après la médaille d'argent des beach handball togolais au premier jeu de la plage, que pouvons-nous retenir des défaites et leçons? Réponse avec notre envoyé spécial Jean-Kofi Edeti. En dehors du beach handball où la moisson a été encourageante grâce à la médaille d'argent, d'autres disciplines par contre n'ont pas du tout brillé. Les premiers jeux de plage Salle 2019 ont été l'occasion pour les nageurs togolais d'essayer pour la première fois la nage en eau libre sur une distance de 5 km. Cette discipline, Justin Dessous et Komla Amegachi n'ont pas connu un bon classement. En athlétisme, Kakomisa Midaouna et Achade Abla n'ont pas eu la tâche facile sur les 21 km de semi-marathon. Ils ont été confrontés aux meilleurs athlètes du moment. Pour avoir fait 1 18 minutes 46 secondes, Kakomisa est classé 17e sur 24 athlètes et Abla Achade avec 1 37 minutes 55 secondes a occupé le 14e rang sur 22 participantes. C'est très bien passé parce que j'ai pu terminer. Quel que soit le rang, je me suis défendu valablement comme un Togolais vaillant. Je dis que la course n'a pas été facile quand même. Mais malgré tout, j'ai maintenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, je connais un peu ma capacité parce que j'ai couru avec les Kenyans, c'est-à-dire les internationaux que je n'ai jamais rencontrés. En karaté, 4 individuels dames, Odiliana Dalmeda s'est arrêtée en phase de groupe face aux concurrentes de l'Algérie, du Botswana, du Mali et du Maroc. Avec une moyenne de 19,48, elle est classée 5e sur 5. Du travail reste tout simplement à faire pour les prochaines éditions. Ce qui a corrigé maintenant, c'est la rapidité, la force. Il y a les Algériens et les Marocains. Là, on a bien vu ce qu'ils sont en train de faire. Et là, arrivé dans notre pays, nous allons corriger ça et nous allons mettre ce qu'ils ont fait ici en application pour que prochainement, la compétition, nous aussi, nous serons à leur niveau. En aviron individuel homme, classé 7e sur 10, Afoutou Agbassa a pu disputer les quarts de finale. En dame, Akoko Komlavi a atteint les demi-finales avant d'échouer au pied du podium. Elle est classée 4e sur 10. En double, le duo togolais Akoko Afoutou n'a pas du tout convaincu. Ils se sont donnés, ils se sont même tués, si je peux le dire comme ça, parce que ça n'a pas été facile. On n'en a jamais fait, c'est la première fois qu'on fait les jeux de la plage. Certes, on a l'aviron chez nous, mais on n'a pas les bateaux pour les avirons de mer. C'est un monde nouveau, mais ils se sont débattus corps et âme pour pouvoir mériter la place qu'ils ont. On a fait une expérience, on a découvert un nouveau monde de l'aviron, une nouvelle facette de l'aviron par rapport à ce que nous, on faisait chez nous. Donc maintenant, on va mettre toutes ces expériences-là en compte pour que les prochains jeux, quand le Togo participera, c'est le l'hymne togolais qu'on chantera. Pour ces disciplines où les performances restent en deçà des attentes, la participation au premier jeu de plage Salle 2019 reste bénéfique. Le Togo entre en compétition ce mercredi en beach volleyball. L'équipe nationale aura à se mesurer à la Sierra Leone et à l'Algérie dans le groupe D.
Oui, Claude, une dernière information. Oui, Anita, demain nous serons donc au rendez-vous du démarrage de la CAN 2019. Premier match, Égypte-Zimbabwe à 20h locale, soit 22h heure égyptienne. Merci beaucoup, Claude, et déjà on vous souhaite une bonne CAN. Merci, mais j'espère que tu seras des nôtres. Ah, bien sûr, ça c'est clair. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Bonsoir.